Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse complexe. Et aujourd'hui, on va démontrer une formule qui est due à Euler et qui exprime le sinus sous forme d'un produit indexé par les zéros du sinus, c'est-à-dire pi fois les entiers, si vous voulez. Donc ce truc-là, vous voyez que c'est une fonction holomorphe qui va s'annuler en 0, et puis en 1, en 2, en 3, en moins 1, en moins 2, en moins 3, etc. Et donc ça donne envie d'essayer de le factoriser sous la forme d'un polynôme infini, sous cette forme-là. C'est-à-dire un truc, ce terme-là, vous voyez qu'il va s'annuler en n et en moins n, et donc finalement tout le produit va s'annuler en tous les entiers. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de démontrer cette formule-là. Et la manière dont on va la démontrer, c'est essentiellement en prenant la dérivée logarithmique des deux membres. Donc la dérivée logarithmique, je vais noter dl, la dérivée logarithmique d'une fonction f, ça va être f' sur f. Et la manière dont on va procéder, c'est de montrer que la dérivée logarithmique de ça et la dérivée logarithmique de ça, c'est la même chose. Et en utilisant le fait que les deux membres ont la même dérivée logarithmique, on pourra en quelque sorte intégrer et conclure qu'en fait ils sont égaux à une constante près qu'on calculera, et on verra que la constante c'est bien 1, et donc tout se passe bien. Donc tout se ramène à montrer que la dérivée logarithmique de ce côté-là, c'est la dérivée logarithmique de ce côté-là, et cette chose-là, on va l'obtenir en utilisant la formule de la cotangente qu'on avait montrée la dernière fois. Vous voyez que la dérivée logarithmique du sinus, ça va être quelque chose comme dérivée de sinus sur sinus, c'est-à-dire cosinus sur sinus essentiellement, donc vous faites bien apparaître une cotangente comme ça. Alors, le problème c'est que évidemment là il y a un produit infini, il va falloir donner un petit peu de sens à ça, et donc c'est ce qu'on va commencer par faire. Donc, on pose la fonction f de z qui va être égale à sinus de pi z sur pi z, ok, et cette chose-là, vous voyez que c'est la somme pour n variant de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n sur 2n plus 1 factoriel fois pi z puissance 2n. Donc c'est bien une fonction holomorphe. Alors ici, je me suis débarrassé du pi z pour avoir un produit juste indexé par les entiers naturels strictement positifs, parce qu'on obtient une forme qui est un peu plus symétrique, un peu plus facile à manier pour la suite. Et évidemment, sinus de pi z sur pi z, je le prolonge par continuité en 0 par la valeur 1. Et donc ça me donne bien une fonction holomorphe sur tout le plan. Maintenant la question c'est, est-ce que ce truc-là, cette espèce de produit infini-là, on peut essayer de lui donner un sens. Donc ce qu'on veut faire, c'est poser g de z égale ce truc-là, mais a priori, on ne sait même pas si ça converge. Et donc on va montrer que ça converge. Alors, naturellement, on va poser pour tout entier n dans n, on pose gn de z, le produit partiel, c'est-à-dire le produit jusqu'à n, et on va montrer que la suite de fonctions gn converge vers cette fonction g. Fonction g qu'on n'a a priori pas encore définie. En fait, la fonction g ici, elle va être définie comme la limite des gn de z. Donc ce truc-là, a priori pour l'instant, ça n'a pas de sens. Mais on verra que ça en aura une fois qu'on aura montré que la suite de fonctions gn converge. Alors, comment on va faire pour montrer qu'elle converge? Déjà, pour simplifier un peu la suite de la preuve, je vais me placer uniquement dans un cercle, dans un disque de rayon grand R. Ok, mon disque est centré en 0, même si ça se voit pas. Et on prend un point z dans ce disque. Donc on pose R strictement positif, z dans le disque, donc centré en 0 et de rayon grand R. Et on veut montrer que la suite gn de z converge. Alors, a priori, c'est pas évident du tout. On voit même pas vers quelle valeur ça pourrait converger. Alors évidemment, ça va converger vers sinus de pi z sur pi z, mais ça, a priori, on ne le sait pas encore. Donc pour montrer que ça converge, a priori il n'y a pas 15 000 options, on va montrer qu'en fait c'est une suite de Cauchy. Donc montrons que c'est une suite de Cauchy. Et en fait on va montrer un peu mieux que ça, on va montrer qu'on a convergence uniforme de la suite de fonctions gn de z sur cette boule-là. Et avec notre théorème sur les suites de fonctions holomorphes, ça nous assurera que la fonction limite, qui sera donc g de z, va être holomorphe. Alors comment on va faire ça? Donc soit grand N strictement positif, et PQ supérieur ou égaux à grand N, avec, sans perte de généralité, on peut supposer que P est plus petit que Q. Alors dans ce cas-là, on a que
G indice P de Z moins G indice Q de Z. Bah là, on va essayer de le majorer comme on peut. Donc, bon, bah, on écrit ça sous forme de produit. Hein. C'est le produit pour K variant de 1 à P de 1 moins Z carré sur K carré, moins le produit pour K variant de 1 à Q de 1 moins Z carré sur K carré. Ok, bon alors P est plus petit que Q, donc le produit jusqu'à P, en fait, il apparaît dans les deux, donc on peut le sortir. Donc cette chose-là, ça va être le produit pour K variant de 1 à P de module de 1 moins Z carré sur K carré, ok, fois, bah du coup, on va obtenir 1 moins le produit de ce qui reste, c'est-à-dire de P plus 1 jusqu'à Q, des 1 moins Z carré sur K carré. Ok. Bon, c'est un bon début. Maintenant, on va essayer de gérer ce truc-là et de montrer qu'en gros, c'est pas plus grand qu'une constante qui va dépendre éventuellement de R. Et ce terme-là, on va montrer que ça va tendre vers 0 uniformément dans le disque, de rayon R centré en 0. Et ça tendra vers 0 quand n tend vers l'infini, évidemment, sans que ça dépende de P et Q a priori. Alors, on précise un petit peu tout ça. Donc, G indice P de Z moins G indice Q de Z, cette chose-là, ça va du coup être... Bon, ce terme-là, on va tout de suite le majorer par inégalité triangulaire, par le produit pour K variant de 1 à P des 1 plus module de Z au carré sur K carré, mais module de Z, c'est plus petit que R, hein, puisqu'on s'est placé dans ce cercle, enfin à l'intérieur de ce disque-là. Et donc on obtient cette chose-là. Ok. Et ensuite, il nous reste ce truc-là à gérer. Ok, cette chose-là, bon, on a un produit maintenant de nombres réels strictement positifs, donc on peut essayer de passer à l'exponentielle, voir un peu ce qui se passe. On obtient exponentielle de la somme pour K variant de 1 à P des logarithmes de 1 plus R carré sur K carré. Et il nous reste ce truc-là. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que ce terme-là, alors ici, pardon, ça commence à faire plus 1, excusez-moi, il y a une erreur ici. Et ce truc-là, bon, bah, on va voir qu'on va pouvoir le majorer juste par une constante qui dépend de R juste, en disant que le log, c'est plus petit que R carré sur K carré. Donc ici, vous avez une somme partielle de la somme des 1 sur K carré. Et donc, bah, ce truc-là, ça va être plus petit, par exemple, que pi carré sur 6, c'est-à-dire la valeur de la somme. Et donc, vous obtenez, au final, que ce truc-là, c'est plus petit que R carré fois pi carré sur 6. Ok, donc ça c'est juste une constante qui dépend de R. Donc en fait, on va l'appeler C indice R, peu importe. Maintenant, ce terme-là, comment on le gère? Alors déjà, on a un tout petit problème ici, qui est que on aimerait bien faire apparaître un truc qui ne dépend pas de Z, pour montrer qu'on va avoir une convergence de Cauchy, mais uniforme sur tout le disque, centré en 0 et de rayon R. Donc déjà, on aimerait faire apparaître du R, et pour ça, essentiellement, la stratégie, ça va être d'essayer de remplacer Z par son module. Et donc, en remplaçant Z par son module, on va obtenir qu'on peut essentiellement remplacer Z par R carré. Alors, comment on fait ça? Bon, bah déjà, on va essayer de développer un petit peu pour se débarrasser du 1 moins quelque chose. Parce qu'ici, quand on développe, on va faire apparaître un 1, qui va être le produit pour K variant de P plus 1 à Q des 1. Okay, ce 1-là, on va l'annuler avec ce 1-là, et puis après, il restera que des termes en Z à les puissances 2 et supérieures. Et sur ces termes-là, on pourra utiliser l'inégalité triangulaire intelligemment pour obtenir, pour pouvoir majorer par R essentiellement. Alors, je détaille un petit peu tout ça évidemment. Donc ici on obtient 1 moins, bah, du coup la somme, ça va porter sur des entiers I1, etc. Donc on va dire, oui non, on va plutôt le faire comme ça. On va prendre epsilon indice Q plus 1, etc. jusqu'à epsilon indice P plus 1, pardon, jusqu'à epsilon Q, qu'on va prendre dans 0, 1. Ok. Et epsilon indice P plus 1, c'est le terme, enfin, ce truc-là, on va l'appeler epsilon, ce n-play. Donc ici, Q moins P. Et ce terme-là, ce epsilon-là, il nous dit, en gros, si on prend z carré sur k carré, ou bien si on prend 1. Ok. Et donc ça nous donne, du coup, moins z carré sur P plus 1 au carré,
le tout à la puissance epsilon p plus 1, etc. jusqu'à moins z carré sur q carré, le tout à la puissance epsilon q. Donc là, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai développé formellement ce produit-là. J'ai développé brutalement ce produit, et donc à chaque fois, vous prenez soit un 1, soit un moins z carré sur k carré, et donc vous obtenez exactement ça. Ce truc-là, ça vous dit, donc si c'est 0, ça veut dire que vous avez pris un 1 dans le terme correspondant, et si c'est 1, ça veut dire que vous avez pris ce terme-là dans le terme correspondant. Voilà. Alors, le terme pour epsilon égale 0, 0, 0, 0, ça correspond à un 1 dans la somme. Vous avez que des trucs à la puissance 0, donc oui, il vous reste juste un 1. Donc ce truc-là, ça va être plus petit que CR fois le 1, il va s'annuler avec le 1 de ce côté-là, et donc vous obtenez, alors ici évidemment il y a un module depuis le début, vous obtenez la somme pour epsilon égale epsilon p plus 1, etc. jusqu'à epsilon q dans 0, 1, puissance q moins p, avec epsilon différent de 0, 0. Parce que le terme qui correspond à 0, 0, 0, il s'annule avec le 1 ici. Et donc, vous obtenez, encore une fois, le produit pour i variant de p plus 1 aq des moins z carré sur, alors on va l'appeler j plutôt, l'indice de sommation, sur j carré à la puissance epsilon j. Ok. Maintenant, on passe le module sous la somme, en utilisant l'inégalité triangulaire, et cette chose-là, c'est plus petite donc que CR fois la somme pour epsilon, un choix de 0 et de 1 pour chacun des indices entre P plus 1 et Q, évidemment non nul, de, du coup, la même chose, le produit pour J égale P plus 1 AQ, du coup ça va donner R carré sur J carré, le tout puissance epsilon J. Ok. Et maintenant, en refaisant tout le calcul à l'envers, en remplaçant moins Z carré par juste R carré, on obtient que cette chose-là, c'est la même chose que 1 moins le produit, toujours en module, hein, il y a des modules partout, 1 moins le produit pour K variant de P plus 1 AQ des 1 plus R carré sur K carré. Et ça, c'est juste en développant brutalement ce truc-là, vous obtenez cette chose-là avec un terme qui correspond à 0, 0, 0, mais qui va être annulé par ce 1 ici. Okay, donc vous obtenez bien la même chose. Et cette chose-là, super, c'est un truc qui ne dépend pas de Z. Donc c'est bon signe. On continue. Donc finalement, si je récapitule, on a montré que pour tout Z dans la boule de centre 0 et de rayon R, on a que G indice P de Z moins G indice Q de Z. Cette chose-là, c'est plus petit que CR fois, du coup, ça va être le produit pour K variant de P plus 1 AQ des 1 plus R carré sur K carré moins 1. Ok. Maintenant, ce truc-là, on n'a plus qu'un produit de nombres strictement positifs, donc on va tout passer gentiment sous une exponentielle. Donc vous avez CR fois exponentielle de la somme pour K variant de P plus 1 AQ des logarithmes de 1 plus R carré sur K carré. À nouveau, on fait le même travail qui consiste à remplacer R carré sur K carré par juste R carré, à remplacer le log par juste R carré sur K carré, et vous obtenez que cette chose-là, c'est plus petit que CR fois l'exponentielle de la somme pour K variant de P plus 1 AQ des R carré sur K carré. Et le tout moins 1. Et donc vous avez quelque chose qui est plus petit que CR fois exponentielle de la somme pour K variant de grand N, parce que je vais me débarrasser de P et Q évidemment, à l'infini de R carré sur K carré. Et alors ce truc là, il y a plein de manières de le majorer, mais tout ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est un truc qui tend vers 0 quand N tend vers l'infini. Okay, donc ce truc là, on va l'appeler UN de grand R, okay, avec UN de grand R qui tend vers 0 quand grand N tend vers plus l'infini. Et donc là, on a obtenu finalement que pour tout Z dans la boule centrée en 0 et de rayon R, vous avez que GP de Z moins GQ de Z. Donc ça, c'est pour tout P, Q supérieur ou égaux à N. Ça, c'est plus petit que C grand R fois UN de grand R
où un de grand R tend vers 0. Ok, donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que du coup, ça nous dit que GP de Z est une suite de Cauchy. Donc on note naturellement G de Z, sa limite. Et maintenant, cette égalité-là, elle va nous permettre aussi de montrer qu'en fait, on a convergence uniforme sur le disque centré en 0 et de rayon R. Maintenant, donc si on reprend notre égalité ici, en passant à la limite par exemple sur Q, on obtient donc que pour tout Z dans la boule centrée en 0 et de rayon R, pour tout P supérieur ou égal à 0, on a que, on va dire même pour tout grand N supérieur ou égal à 0, en prenant P égale grand N et en faisant tendre Q vers plus infini, on obtient que G indice grand N de Z moins G de Z, ça c'est plus petit que C indice grand R fois UN de grand R, où UN de grand R tend vers 0 quand grand N tend vers plus infini. Et ça c'est super parce que du coup ça nous assure qu'on a bien convergence uniforme de G indice grand N sur la boule. Uniformément sur la boule centrée en 0 et de rayon grand R. Et donc la conclusion, en utilisant évidemment le théorème sur les suites de fonctions holomorphes qu'on avait démontré il y a quelques vidéos, on a obtenu que G qui est égal à la limite des G grand N est une fonction holomorphe. Holomorphe sur B indice 0 grand R, B0 grand R, donc la boule centrée en 0 et de rayon grand R, et ça c'est valable évidemment pour tout grand R strictement positif, donc G de Z qui est égal au produit pour n variant de 1 à plus l'infini des 1 moins Z carré sur n carré est bien défini, c'est la limite des G indice N, et holomorphe. Et c'est le plus important sur le plan complexe. Ok, maintenant qu'on a fait ça, donc c'est la partie un peu calculatoire, pas très marrant, que dans la pratique on s'embêtera plus trop à faire dans la suite. Là je le fais une ou deux fois pour que en gros vous sachiez comment ça marche, mais dans la pratique on le fait pas trop, juste on s'assure de savoir qu'on est à peu près capable de le faire, et puis généralement on passe sous le tapis. Mais donc voilà, on obtient bien une fonction qui est holomorphe sur tout le plan complexe. Maintenant la question c'est est-ce que G de Z est égal à f de Z. Donc maintenant on a affaire à nos deux fonctions g et f et on veut montrer qu'elles sont égales. La manière dont on va procéder, c'est qu'on va calculer la dérivée logarithmique, donc c'est-à-dire f' sur f, de chacune de ces deux fonctions et montrer que ces deux dérivées logarithmiques-là sont égales. Alors pour f, c'est pas spécialement difficile. La dérivée logarithmique de f, si vous avez vérifié ça d'un point z, je vous laisse le vérifier, ça vous donne pi fois la cotangente de pi z moins 1 sur z. Alors ça, c'est juste du calcul, je vous laisse le vérifier, ça peut être utile d'utiliser par exemple le fait que la dérivée logarithmique de a sur b, c'est la dérivée logarithmique de a moins la dérivée logarithmique de b, formule que je vous laisse démontrer en utilisant la formule de la dérivée d'un produit. Et je vous rappelle évidemment que la dérivée logarithmique de f, c'est par définition f' sur f. Ok, donc tout se ramène à montrer, donc évidemment vous voyez apparaître la cotangente, donc ça sent bon parce que nous on a envie d'utiliser notre développement eulérien de la cotangente qu'on avait montré la dernière fois. Donc tout se ramène à montrer, à calculer la dérivée logarithmique de g. Alors le problème de calculer la dérivée logarithmique de g, c'est qu'a priori la dérivée logarithmique de g, ça va être égal à g' sur g et on peut avoir des problèmes dans le cas où g s'annule. Ok, donc on va juste se placer sur un petit voisinage de 0 où g ne s'annule pas. Donc on a que g de 0, manifestement c'est 1, donc sur un voisinage de 0, g ne s'annule pas. Okay, je prends un voisinage de 0 sur lequel g ne s'annule pas. Donc ça c'est super, ça je peux le faire essentiellement juste par continuité en utilisant le fait que g de 0 est non nul. Donc on note v un tel voisinage.
et on va prendre par exemple V qui va être un disque ouvert, donc on peut toujours faire ça, hein, un disque ouvert de centre 0 et de rayon R, et en fait je n'ai pas envie de prendre un disque ouvert, j'ai envie de prendre un disque fermé, essentiellement pour utiliser des arguments de compacité, en utilisant le fait que G ne s'annule pas dans le disque fermé, j'aurai une vraie minoration de G sur ce disque. Ou alors, autre manière de faire, quitte à réduire R, on peut supposer que module de G de Z est supérieur ou égal à 1,5 sur le disque. C'est peut-être même le plus simple. Ce sera beaucoup plus pratique à gérer. On va plutôt faire ça en fait. Donc a priori pas besoin de disque fermé en fait si on suppose ça. Ok. Maintenant, on a que G, c'est la limite des G indice grand N. La limite quand N tend vers plus infini. Ok. Avec convergence localement uniforme. Donc maintenant, si j'utilise notre théorème sur la dérivation, sur les limites de fonctions holomorphes, pardon, on a que, en particulier, G', ça va être aussi la limite pour n tendant vers plus infini des G' de n. Et évidemment, une application comme ça, c'est pas du tout vrai dans le cas où on a affaire à des fonctions définies sur la droite réelle. Ici, ça marche bien parce qu'on est sur le plan complexe. Et ça, je vous rappelle, c'est le théorème qu'on a démontré il y a 2 vidéos sur les limites de fonctions holomorphes. Donc, bon, on a ces deux choses-là. Et donc, donc ici, a priori, c'est juste une limite simple. Hein. Mais en fait, c'est même une limite localement uniforme, mais peu importe. Donc si on prend Z dans le disque centré en 0 et de rayon R, on a que G' de Z sur G de Z, a priori, ça va être la limite, quand n tend vers plus infini, de G' n de Z sur Gn de Z. Pourquoi? Parce que ce truc-là, ça tend vers le dénominateur, ce truc-là, ça tend vers le numérateur, en utilisant ces deux choses-là. Et donc, le quotient des deux tend vers le quotient, en utilisant quand même le fait qu'ici, ça tend pas vers 0. Et le fait qu'ici, ça tend pas vers 0, c'est assuré par le fait que G de Z est non nul. Donc en fait, je suis en train de me rendre compte qu'on n'avait même pas besoin de cette condition-là. J'ai un peu surestimé ce dont on avait besoin. On avait juste besoin de G de Z non nul sur les disques. Et donc peu importe, G' sur G, c'est juste la limite des G' de n sur Gn de Z. Donc c'est-à-dire la limite, quand n tend vers plus infini, des dérivées logarithmiques de Gn, évaluées en Z. Ok, bon, très bien, calculons la dérivée logarithmique de Gn de Z. Alors, donc soit grand N dans N, on a que la dérivée logarithmique de G grand N de Z, vous savez que la dérivée logarithmique du produit, c'est la somme des dérivées logarithmiques. Ça, je vous laisse le vérifier en utilisant le fait que... je vais faire le calcul, en fait, tout simplement. La dérivée logarithmique du produit, c'est fg' sur fg, et ça vous donne f'g plus g'f sur fg, et ça, c'est bien exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire f' sur f plus g' sur g. Okay, donc la dérivée logarithmique d'un produit, c'est la somme des dérivées logarithmiques. Et donc, ici, en utilisant que Gn, c'est un produit, j'écris que cette chose-là, c'est la somme pour k variant de 1 à grand N de la dérivée logarithmique de la fonction qui a, alors je vais dire oméga, parce que j'ai déjà utilisé la variable z, qui a oméga associe 1 moins oméga carré sur n carré, évalué en z. Donc ici, ça veut dire dérivée logarithmique de la fonction qui a oméga associe 1 moins oméga carré sur n carré, le tout évalué en z. Ok, bon, ça c'est la somme pour k variant de 1 à grand N. De la dérivée logarithmique d'un truc comme ça, ça va être 1 moins z carré sur n carré, avec la dérivée en haut, et la dérivée du coup ça donne moins 2z sur n carré. Ok, je fais rentrer les n carrés, donc j'obtiens... Alors ici, j'ai mis des k, donc on va plutôt mettre des... J'ai mis en indice, j'ai mis des k. Donc on va garder les k à l'intérieur. Et donc ici, c'est la somme pour k variant de 1 à grand N. Et ici, on obtient du coup z carré moins k carré de z. Et ça, surprise, c'est exactement ce qu'on veut. À savoir 1 sur z moins k plus 1 sur z plus k. Ok? Et donc finalement, on n'a que la dérivée logarithmique de g
de z, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini des dérivées logarithmiques de g grand N de z. Ça, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de cette somme-là. Et ça, par définition, c'est la somme infinie, n variant de 1 à plus l'infini des 1 sur z moins k plus 1 sur z plus k. Ce truc-là, grâce à la vidéo précédente, on sait que c'est le développement de la cotangente, donc pi cotangente de z moins 1 sur z quand même, parce qu'il y a un pôle en 0 dans la cotangente, faut quand même le prendre en compte. Et ça, on a vu à l'instant que c'était la dérivée logarithmique de notre fonction f. Ok, donc finalement, dl de g et dl de f coïncident sur un voisinage de 0, ok. Et donc dans ce cas-là, si vous calculez, si vous posez h qui va être égal à, on va dire, g sur f, sur ce même voisinage de 0, on a que h', ça va être égal à g'f moins f g' sur f carré. Et ça, ce truc-là, vous constatez que, f'g, c'est ça, voilà. Et ce truc-là, vous constatez que, en fait, on va obtenir 0. Pourquoi on va obtenir 0? Parce que g', vous l'écrivez comme la dérivée logarithmique de g, le tout fois g, ok. De l'autre côté, f', vous l'écrivez comme la dérivée logarithmique de f fois f. Vous avez toujours un g qui traîne, f carré ici, et donc h' va être égal à gf sur f carré fois la dérivée logarithmique de g moins la dérivée logarithmique de f, et ce truc-là, ça fait 0. Ok, donc ça, c'est évidemment toujours sur un voisinage de 0. Ok, donc g sur f est constante sur un voisinage de 0. Et là, on commence à voir le bout, parce qu'en fait, un truc qui va être vrai sur un voisinage de 0, ça va manifestement être vrai tout le temps, puisqu'on a affaire à des fonctions holomorphes, et qu'on peut utiliser le théorème des zéros isolés. Ok, en évaluant en z égale 0, on obtient que g sur f, que la constante en fait c'est juste 1. Donc cette égalité-là est vraie sur un voisinage de 0, toujours. Et donc, g et f coïncident sur un voisinage de 0. Ok, maintenant, par le théorème des zéros isolés. Et là, vous utilisez quand même le fait que les fonctions g et f sont holomorphes. Pour f, c'est trivial. Pour g, on l'a démontré avec nos arguments de convergence localement uniforme. Le théorème des zéros isolés implique que g et f coïncident en fait partout. Donc, toujours les mêmes arguments de théorème des zéros isolés. On montre une égalité au voisinage d'un point et on en déduit la même égalité partout en utilisant le fait que la différence s'annule sur un ensemble qui a un point d'accumulation. Okay, et donc finalement, on obtient bien que pour tout z dans C, sinus de pi fois z sur pi fois z, cette chose-là, c'est égal à au produit pour n variant de 1 à plus l'infini de 1 moins z carré sur n carré, où le produit converge localement uniformément. Allez, voilà. Donc c'est donc cette formule-là qu'avait trouvé Euler et qu'on a démontré aujourd'hui. Pour la petite histoire, il me semble que c'était la première preuve qu'Euler avait donnée du calcul d'état de 2, c'est-à-dire la somme des inverses des carrés. Il avait dit, en gros, le sinus, on peut le factoriser comme un polynôme infini. Ok, je développe tout ça. Si vous développez brutalement ce truc-là, vous allez voir apparaître un zeta de 2 pour le coefficient devant z carré.
et en identifiant ce coefficient de zeta de 2 avec le développement en série entière du sinus dont vous avez l'habitude, vous tombez en fait sur le fait que zeta de 2 c'est bien pi carré sur 6. Alors autre chose qu'on peut faire avec cette formule, on peut s'amuser à jouer un peu avec et à essayer de mettre dedans des valeurs un peu marrantes. Donc par exemple, si vous prenez par exemple z égale i, vous allez tomber sur une formule assez jolie et assez inattendue à première vue, qui est que le produit pour n variant de 1 à plus l'infini, d1 moins z carré sur n carré, cette chose-là, ça va être donc le produit pour n variant de 1 à plus l'infini, d1 plus 1 sur n carré, okay, parce que z carré, ça va faire moins 1. Et ce truc-là, bah, du coup, ça va faire exponentielle de moins pi, moins exponentielle de pi sur 2i fois pi i, et donc vous obtenez exponentielle de pi moins exponentielle moins pi sur 2pi. Okay, donc formule a priori complètement inattendue qui relie ce produit des 1 plus 1 sur n carré à cette chose-là. A priori ça sort de nulle part parce que tout a l'air, enfin tout est réel, des deux côtés vous avez que des nombres réels, et en fait pour la démontrer vous pouvez passer comme ça par de l'analyse complexe. Voilà, donc vous pouvez en fait en jouant un peu avec cette formule, en essayant de la dériver, de la multiplier par d'autres trucs avant de dériver, etc. Vous pouvez arriver à pas mal d'identités marrantes. Donc notamment en prenant la dérivée logarithmique, comme on l'a vu, vous retombez sur le produit, sur la somme infinie de la cotangente. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.